L'attribution d'auteur est un problème qui est très important. Donc, il survient dans les courriels ou les messages anonymes. Donc, les enquêteurs sur la cybercriminalité, très souvent, ils sont confrontés à des problèmes de chercher les auteurs d'un incident ou d'un crime. Et donc, ils ont besoin de techniques. On a besoin de savoir qui a lancé une attaque. On a besoin de savoir qui a écrit ce courriel-là, qui soit une propagande, soit une menace. On a besoin de savoir qui a écrit ce code-là, qui est derrière, par exemple, une grande menace informatique. Si je reviens quelques années en arrière, peut-être 2-3 ans, il y avait le code Stuxnet qui ciblait des infrastructures nucléaires, notamment en Iran. C'était un maliciel ou un code malicieux qui était très sophistiqué, dans lequel il y avait beaucoup de savoir-faire en matière d'ingénierie des virus ou de maliciels. Il y avait une connaissance très claire des systèmes de contrôle de procédés industriels qui étaient câblés dans le code. Donc les gens se sont posés, plusieurs centres de recherche et plusieurs agences, qui est l'auteur de ce code-là. Si je suis dans un niveau institutionnel, en tant qu'individu, une organisation, je vois par exemple que je suis attaqué. La question que je me pose, est-ce que c'est une attaque isolée ou est-ce que c'est une campagne ? En général, quand je suis attaqué, il y a de l'information qui filtre. Donc, je peux saisir une empreinte de l'attaque ou des données de l'attaque. Je peux les analyser et je vais certainement dériver de cela du renseignement qui est très précieux. Maintenant, si on met toutes les organisations qui ont été attaquées ou qui sont susceptibles d'être attaquées ensemble, donc on aura beaucoup plus d'informations. Maintenant, si on ramène les chercheurs qui conçoivent les technologies qui permettent de détecter, d'atténuer, de trouver les auteurs ou de prévenir ces attaques-là, donc ça va être un plus qui est significatif. La menace, elle augmente. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Je vais donner juste un exemple. On a parlé des attaques de déni de service. Auparavant, on voyait des attaques qui sont de l'ordre du mégabit par seconde. Il y a 2 ans, on avait une première attaque qui était de l'ordre de 300 gigabits par seconde. Ça, c'est largement suffisant pour prendre une infrastructure de certains pays, de la mettre à terre. Il y a une année à peu près, on a commencé à avoir des attaques qui sont de l'ordre de 400 gigabits par seconde. Donc, l'attaque, elle augmente. Et on peut débattre de pourquoi c'est faisable d'un point de vue technique, quelles sont les causes, etc. On les connaît. Mais ça demande un effort. Et parfois, pour mobiliser les gens, pour mobiliser certaines organisations et pour remédier à ces attaques-là, ça prend beaucoup de temps. Par contre, c'est très facile d'exécuter ce genre d'attaque. Donc, exécuter une attaque, ça coûte moins cher que d'organiser une industrie ou d'organiser tout un secteur pour remédier à ces attaques. Alors, les gens qui attaquent ou qui conçoivent les attaques, comme j'ai mentionné aussi, ça peut être des États qui sont derrière. Ils ont développé un arsenal de guerre informatique. Donc, si on veut se défendre, ça demande un arsenal technologique pour contrecarrer ça, détecter, prévenir, atténuer les attaques et les attribuer, c'est-à-dire trouver les auteurs. Donc, on a besoin d'un effort de recherche et de développement. Et là, les universités, les universitaires, les chercheurs universitaires, les chercheurs industriels peuvent joindre leurs efforts et travailler avec les gens qui opèrent la sécurité pour élaborer des solutions efficaces à ces attaques-là.